Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, même si j'enregistre. Il fait tard, il fait tard. J'ai attendu le résultat d'Aurélien Paris-Peintre aujourd'hui et il est arrivé loin après le groupe de tête. Et déjà, le groupe de tête est pas arrivé extrêmement tôt. Et comme les classements ont eu un petit peu de mal à s'actualiser, je sais pas si c'est les conditions climatiques en Italie qui ont fait ça, et ben ça m'a pris un petit peu de temps pour enregistrer cette vidéo. Il est 17h20, l'étape est arrivée depuis une bonne trentaine de minutes. Et on va faire le débrief de cette étape numéro 12 avec le résumé de la journée, le bilan des bleus, les top et flop, et on commence tout de suite par mon avis général sur cette étape. Mon avis général, c'est que le temps a été dantesque, la météo a été dantesque, et au final, on a certes pas d'écart, peu d'écart entre les gros leaders, je dirais que le top 10 se tient toujours dans les mêmes eaux, on va dire. Par contre, on a pu avoir des infos, récupérer des infos importantes sur certains coureurs, sur la forme du jour, sur la solidité des équipes. Donc ça va nous permettre de récupérer beaucoup d'informations pour la suite et pour déjà dimanche, où il y aura une belle étape, parce que je pense que demain, les leaders vont pas trop s'attaquer. Mais dimanche, arrivé au sommet qui va être dur, il y aura des informations à redonner sur cette étape-là. Bon, on passe tout de suite au résumé de la course. La vidéo, je pense, va être assez courte. Je vais essayer qu'elle soit assez courte pour pas avoir 10 heures d'encodage. Du côté du résumé, eh bien, on a une échappée qui est partie dès le kilomètre 0. Elle était composée par 14 hommes. On avait François Bidard d'AG2R La Mondiale, Simon Pello d'Androdi Giocattoli, Manuel Boiro d'Astana, Marc Padoum de Bahreïn, Cesare Benedetti de la Bora, Joe Roscoff de CCC Team, Jesper Hansen, le Danois de la Cofidis, Simon Clark de EF Pro Cycling, Albert Torres de la Movistar, Victor Campana-Hertz de NTT, Jonathan Narvaez d'Ineos Grenadier, Maximiliano Recchese de UAE Team Emirates et Etienne Van Empel de Vini Zabou. Jonathan Narvaez, quelqu'un me l'avait dit parmi ses favoris aujourd'hui. Alors je vais le reprendre dans les commentaires auxquels j'ai répondu, parce que Narvaez, très clairement, j'avais complètement oublié ce coureur. Il y a des coureurs comme ça qu'on n'a quasiment pas vu depuis le début du Tour de France, et j'avais complètement oublié Narvaez en ce début de Tour d'Italie, je vais y arriver. Au bout de l'écart max sera de 11 minutes 30 pour ces 14 hommes. À 115 km de l'arrivée, c'est-à-dire encore très très loin de l'arrivée, on a commencé à voir la NTT rouler, imposer un rythme, alors qu'en début de journée, il y avait beaucoup d'équipes qui roulaient, surtout les équipes qui n'avaient pas réussi à choper l'échappée. Dans la côte de Barboto, du côté de l'échappée, c'est Simon Pello qui est passé en tête à 90 km de l'arrivée. Échappée qui explose dans un premier temps, avec Aperticara, Pello qui remporte le classement de la montagne comme au sprint intermédiaire. Pareil, c'est encore Simon Pello. À 66 km de l'arrivée, on ne retrouve que 7 hommes en tête. 7, c'est-à-dire François Bidard, Simon Pello, Manuel Boiro, Marc Padoum, Joe Roscoff, Jesper Hansen et Jonathan Narvaez. Et à partir de Madonna di Pugliano, ça réaccélère de nouveau. On a Pello qui passe en tête. Ensuite, Simon Clark est lâché. Mais il va revenir sur le groupe de tête dans la descente de cette difficulté et contrer à 52 km de l'arrivée. Il va être dépassé par deux hommes qui vont partir derrière lui, qui sont Narvaez et Padoum. À 47 km de l'arrivée, ils sont seuls, tous les deux, Narvaez et Padoum, en tête. Et à 21 km de l'arrivée, Padoum a une crevaison, il laisse Narvaez seul. Il est en train de revenir, il échouera à 10 secondes de l'homme de tête à peu près 10 km de l'arrivée, et puis après il s'écroulera vraiment dans le final. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, ça n'a pas été une journée incroyable. François Bidard prend l'échappée comme Jesper Hansen. François Bidard a bien résisté, comme Jesper Hansen aussi, vu qu'ils étaient dans le groupe de poursuivants pendant très longtemps, et puis après ce groupe de poursuivants a explosé dans la dernière côte de la journée, qui était une côte de 4e catégorie. Après, on a senti quand même que très clairement les hommes qui sont sortis devant, c'était les deux plus forts. Il n'y a pas photo. Je pense que derrière, on était un niveau au-dessus, en dessous, on a tenté de travailler ensemble. Ça a plutôt bien collaboré, je trouve, dans le groupe derrière, mais on sent que d'avant ils étaient plus forts. Les conditions climatiques en plus ont
ont augmenté les différences de niveau entre tous ces coureurs. C'est vrai que François Bidard, qui est un bon coureur, n'a pas pu suivre très clairement dans le final. Il finit quand même dans le groupe de tête, enfin dans le peloton des leaders, donc ça c'est quand même une bonne journée. Aurélien Paré-Peintre, on l'a senti très vite en difficulté, c'est-à-dire à 70 bornes de l'arrivée, il était déjà pas bien. Aurélien Paré-Peintre, et il a lâché. Et aujourd'hui, il a lâché beaucoup de temps, le français. Il finit à 21 minutes avec Zakharine également, Victor Delaparté qui était dans ce groupe-là et Ciccone. Il finit 56e de l'étape, donc 21 minutes. Autant vous dire que pour le top 20, j'ai pas regardé, mais ça doit être maintenant très compliqué. Si on me l'affiche toujours pas le top 20 sur Progress Cycling Stat, mais en ayant perdu 20 minutes, il était déjà à 6 minutes, ça fait 27 minutes. Il doit être aux alentours de la 30e place, je dirais. 30-35e place, on va dire. Donc ça va être pas facile pour choper le top 20 désormais, mais il aura un peu plus de marge pour partir dans les échappées, donc pourquoi pas. Pour le coureur français, on passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Je vous avais dit que la vidéo serait courte, mais j'ai pas grand chose à dire au niveau des leaders non plus. Alors je vais commencer avec Narvaez. Je vais saluer qui me l'a mis, c'est Nicolas Lett, qui est un abonné qui m'avait mis Narvaez dans cette étape numéro 12. Bien joué, bien joué par Nicolas d'avoir mis Narvaez. J'avais complètement oublié parce que on l'avait pas vu depuis le début du Giro, très clairement. Vous savez, je le dis souvent, mais il y a des coureurs comme ça qui traversent une course de 3 semaines sans qu'on les ait vus. Narvaez, jusqu'à maintenant, c'était un petit peu le cas. Et aujourd'hui, il a été le plus fort. Alors certains diront il n'a pas attendu Padoum qui a crevé. Sur le sec, je l'aurais peut-être dit. Mais sur le mouillé, ça me gêne beaucoup moins. Les conditions étaient tellement extrêmes que la crevaison fait partie du jeu dans le cyclisme déjà. Alors sur le sec, ça me gêne, pas tant que ça déjà, de base. C'est la course, il y a un moment, tu peux perdre du temps. C'est sur des crevaisons, sur des aléas mécaniques, mais en F1 par exemple, on n'attend pas les coureurs qui ont des problèmes aux aérostands. Quand il y a un problème en aérostand, c'est un problème à l'aérostand. Là, du côté de Padoum, je pense qu'ils n'ont pas forcément extrêmement bien géré la crevaison. Mieux qu'avec Fuglsang, mais j'y reviendrai sur Fuglsang. Après, c'était pas Narvaez de l'attendre, et encore moins sous la pluie, parce que sous la pluie, il peut se passer tellement de choses. Narvaez c'était peut-être pas le plus fort aujourd'hui, mais il a été le plus intelligent, c'est-à-dire qu'il a pas pris de risque. À un moment, peut-être Padoum a pris un risque au niveau d'une trajectoire. Après, c'est aussi de la loterie, les crevaisons, il faut le dire, sur une étape avec autant d'humidité sur la route, parce que la route était vraiment très humide. Il y avait vraiment au moins 2-3 cm d'eau parfois à certains endroits sur la route, donc forcément vous pouvez vous prendre des cailloux. Et moi, ça me gêne pas qu'il l'ait pas attendu. Et Narvaez, ça reste quand même un coureur de grand talent. Si on regarde il en a claqué quand même des belles, Narvaez. C'est chez les jeunes. C'est un coureur qui cette année a remporté la semaine internationale Coppi e Bartali, la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Il a également remporté le circuit des Ardennes. Deuxième de la Drôme Classic en 2018, deuxième du championnat panaméricain sur route en 2016. C'est un coureur qui est encore très jeune parce qu'il a 23 ans, mais qui est déjà plein de talent. 18e d'un Paris-Tour aussi. Ça cause un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre dans son palmarès? Deuxième, oui, donc ça j'ai déjà dit. Deuxième du classement des jeunes de la Volta de San Juan, c'était l'année dernière. C'était en 2018, pardon. Si je prends 2017, champion d'Équateur. Donc deuxième du classement de la Larry Miller chez les jeunes. Vainqueur d'une étape sur le Tour du Gila. Deuxième de 2 étapes du circuit des Ardennes, 23e de Liège-Bastogne-Liège,
chez les juniors, enfin chez les espoirs. Après, ça reste un très très bon coureur qui n'était pas forcément, enfin il avait fait au-delà de la 20e place sur le Tour de l'Avenir, mais je rappelle, il vient de l'Équateur, donc pas forcément avec un niveau d'équipe exceptionnel. Ça reste un coureur, je trouve, d'un très grand talent et il faut le suivre dans les années à venir. Du côté d'Almeida, du côté des leaders, moi je mets Almeida parce qu'il n'a pas perdu de temps aujourd'hui et qu'on a vu que son équipe était solide. L'équipe d'Almeida, elle est solide, l'équipe de Konin, qu'on a vu Masnada, on a du James Knox. Donc ça va pas être facile de les déloger, très clairement. Et Almeida, en plus, il avait plutôt bien résisté autour du Burgos dans la dernière étape en étant mis en difficulté. Donc il faudra vraiment, vraiment être au-dessus de lui et qu'il soit vraiment dans une mauvaise journée pour lui reprendre 2 minutes, par exemple. Du côté des flops, je mets Nibali. Même s'il s'en sort bien aujourd'hui, il s'en sort bien. On a vu énormément de faiblesses du côté de son équipe. Du côté de Ciccone, finit extrêmement loin. Si je prends, hop là, je vais faire All Teams, la Trek, voilà, je la reprends. Jacopo Mosca finit 28e, c'est quasiment celui qui s'en sert le mieux. Brambilla est 39, Ciccone est 47, Antonio Nibali 53e, les autres sont pas encore arrivés donc je peux pas vous dire. Mais c'est quand même pas top pour une équipe qu'on attend devant. Autre coureur flop, c'est Fuglsang, déjà pas bien aidé également par ses équipiers. Bon, il a récupéré Boiro en fin de journée, mais c'était vraiment une surprise. Fellini finit 29e, les autres ont toujours pas fini non plus. Il manque du monde autour de Fuglsang et en plus, enfin pourquoi je le mets en flop, c'est que son changement de roue a été catastrophique. C'est absolument tout ce qu'il faut pas faire, son changement de vélo. Premièrement, une voiture s'arrête jamais devant le coureur. Pourquoi ? Parce que le coureur peut pas repartir. La voiture s'arrête toujours derrière le coureur. Le mécanicien, comme ils sont arrêtés devant, il a dû, pour sortir c'était pas facile parce qu'il était contre la glissière. Le mec s'est garé un peu trop proche de la glissière. Ensuite, il a ouvert la porte alors que la voiture était toujours en route. Ça, c'est hyper dangereux également parce que si le coureur s'arrête, il se prend la porte. Voilà, c'est tout con, hein, mais quand vous êtes côte à côte avec un coureur, vous n'ouvrez jamais la porte. Vous ouvrez la porte quand c'est à 2 doigts d'être arrêté et que vous voyez que le coureur est soit devant, et c'est toujours devant normalement, ou soit loin derrière. Et puis après le changement de vélo, il l'a mal poussé, il a failli se péter la gueule encore. Ça fait 2 fois que le changement de vélo chez Astana est catastrophique, et en plus tu le vois que dans les descentes, il est pas à l'aise. Il est un peu en difficulté mentalement. Il est peut-être là en forme, mais mentalement, il est dans le dur, Fuglsang. Il est en difficulté dans tout ce qui est descente. Il prend vraiment aucun risque. Tu sens que sous la pluie, il est pas à l'aise. C'est pas le mec le plus à l'aise sur un vélo, hein. Faut quand même rappeler Fuglsang l'année dernière sur Liège-Bastogne-Liège, il avait failli tout perdre sur une bande blanche. Il nous avait fait une grosse cascade. Mais bon, sur le Giro, il faut être doué sur un vélo parce que les traversées de ville sont souvent très techniques et que si t'es pas bon et doué sur un vélo, c'est sûr, faut pas venir sur le Giro, c'est pas la meilleure course au monde. Donc bon, Fuglsang, j'attends de voir dans les jours à venir, mais pour l'instant, je suis pas rassuré. Et puis je termine avec le flop pour moi peut-être de la journée. C'est NTT qui a roulé énormément toute la journée. Alors l'équipe est forte chez NTT, mais consommer autant d'énergie pour au final ne pas faire d'écart du côté de Pozzovivo, c'est quand même un petit peu une déception. Soit c'est vraiment la pluie qui l'a pris, et à un moment c'est vrai que la pluie s'est renforcée à peu près 55 km de l'arrivée et il a eu les jambes dures, ça peut arriver. Mais c'est frustrant parce qu'à ce moment-là, il aurait dû arrêter ses équipiers, ou soit il s'est dit si j'arrête mes équipiers, il y a des mecs qui vont me contrer et je serai pas en capacité de répondre. Donc je fais un petit peu comme Michael Landa lors du dernier Tour de France, je sais pas, mais c'est quand même un petit peu une déception n'a pas avoir réussi à reprendre du temps et d'avoir consommé énormément d'énergie pour ses équipiers parce qu'ils ont tous fini rincés du côté de chez NTT. Demain, on espère déjà qu'il y aura du soleil sur l'étape de demain, c'est pas sûr. Étape où on aura 2 côtes dans les 50 derniers kilomètres, une côte de 4 km, une côte de 2 km, mais avec des forts pourcentages, de très très forts pourcentages, ça va aller au-delà de 20% à certains endroits. Donc voilà, il y aura la présentation demain à 7h30. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.